Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle causerie. Nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle thématique pour ces causeries proposées par l'Université numérique de La Réunion sur la thématique de l'environnement et du développement durable. Et pour inaugurer cette nouvelle thématique, nous recevons Rodolphe De Villers, directeur de recherche à l'IRD, qui par ailleurs est aussi chercheur à l'unité mixte de recherche Espace Dev à l'Université de La Réunion et qui est un spécialiste des aires marines protégées, de la géomatique. Alors bonjour Rodolphe De Villers. Bonjour Monsieur Porlier. Merci d'être présent avec nous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours qui est passionnant, hein. Lorsque nous avons préparé cette émission, vous avez un parcours sur les aires marines protégées et sur, en général, la protection de la nature très intéressant. Je ne sais pas si mon parcours est passionnant, mais il m'a passionné en tout cas. Voilà, je suis originaire de la région lyonnaise. J'ai étudié à l'Université Lyon 1 en biologie et ensuite je suis parti. J'ai passé 24 ans au Canada en fait, dont 14 ans comme étudiant, comme enseignant-chercheur, professeur à l'université. Donc j'ai fait 10 ans au Québec, comme beaucoup de Français en fait. Et 14 ans à Terre-Neuve, qui est une île sur la côte est du Canada, dans laquelle j'ai commencé à travailler beaucoup sur les aires marines protégées, la conservation marine, les pêches, etc. J'ai fait un an en Australie, dans le nord-est de l'Australie, le long de la Grande Barrière de Corail, où j'ai travaillé dans un centre de recherche sur les coraux, justement. Un an aussi à Perpignan, dans un autre centre de recherche sur les coraux, qui s'appelle le CRIOB. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint l'IRD, où je travaille un petit peu sur ces thématiques, la pêche, la biodiversité. Je suis basé ici à Saint-Pierre, à La Réunion. Alors c'est effectivement un parcours qui est passionnant et qui peut-être suscitera des vocations pour les personnes les plus jeunes, les auditeurs les plus jeunes qui regardent cette émission. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet ô combien important, la protection de la nature. Vaste sujet, mais pourquoi faut-il protéger la nature, Rodolphe De Villers? C'est une bonne question. Je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter sont convaincus qu'il y a un problème un petit peu avec la protection de la nature de nos jours. Alors ça fait après un siècle qu'on se rend compte que la nature est dégradée tant localement que globalement, et les études scientifiques qui nous viennent, que ce soit les coraux en milieu marin, que ce soit au milieu terrestre, la forêt, les oiseaux, les amphibiens, etc. On voit que les nombres d'espèces diminuent, mais surtout que l'aire d'habitat, donc l'endroit où habitent les espèces, a tendance à se restreindre, à se condenser, à devenir de plus en plus faible. Donc ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une érosion graduelle en fait, des espèces, des habitats et de ce qu'on appelle la biodiversité. Aujourd'hui, vous considérez que on est dans une phase inquiétante pour le scientifique que vous êtes, d'un point de vue de la biodiversité par exemple? Alors oui, c'est plus qu'inquiétant, c'est même critique. Je dirais que les gens ont estimé que dans les 50 dernières années, on a eu plus d'impact sur la nature que dans toute l'histoire de la Terre, hein, qui est plus de 4 milliards d'années. Donc c'est extrêmement rapide et ces impacts vont être assez différents en fonction des espèces, en fonction des groupes d'espèces, mais on voit certaines espèces. Alors, si je prends par exemple les raies et les requins comme un exemple, on peut avoir 70, 80, 90% de déclin dans ces espèces-là. Donc c'est très rapide et on a du mal en fait à freiner ce déclin, à trouver des outils adéquats et de trouver des mécanismes qu'on puisse implanter qui permettent d'éviter cette érosion de la biodiversité. Alors, on l'a dit, hein, c'est un vaste sujet. Je pense que cette émission a comme objectif de dresser un panorama général, notamment avec un focus aires marines protégées, qui est votre domaine de spécialité. Et donc, on va prendre ces aires marines protégées comme exemple pour essayer de comprendre les problématiques pour les non-spécialistes, bien sûr, puisque je pense que là, il y a vraiment une information à donner de façon générale. Alors, sur cette question des océans, quels sont les facteurs, les éléments, les activités qui peuvent avoir un impact négatif sur justement la biodiversité et la qualité de nos océans et de nos eaux en général? Voilà. Donc ça, de manière générale, la vie sur Terre s'est développée pendant presque 3 milliards d'années sans l'homme, du moins, avec certaines crises un petit peu ponctuelles. Mais c'est dans les derniers 100 ans, plus ou moins, que les activités humaines ont commencé à prendre place et à altérer vraiment les écosystèmes. En milieu marin, donc on peut penser le transport maritime, par exemple. Donc je peux vous montrer quelques illustrations ici. Que ce soit, alors le premier, la pêche, par exemple. Nos activités de pêche qui ont pris place il y a plusieurs centaines d'années sur les océans, voire plusieurs milliers d'années, se sont intensifiées et ont mené à la surexploitation donc je peux vous montrer la surexploitation un petit peu de ce qu'on appelle les stocks de poissons, des populations de poissons qui sont dans les océans.
Donc on a un ensemble d'activités humaines, dont la pêche est un exemple, qui vont avoir un ensemble d'impacts. Donc la pêche, ça peut être l'extraction en fait de poissons des océans, qui va être vraiment retiré de la biodiversité directement des océans, mais c'est aussi le son produit par les bateaux. Donc les bateaux de pêche vont émettre du son qui va pouvoir interférer avec certaines espèces, la communication des baleines par exemple. Ça peut être la pollution laissée par les bateaux, donc pollution en termes d'huile, de carburant, etc. quand il y a des problèmes. Ça peut être l'impact aussi des filets de pêche, par exemple, sur d'autres espèces ou habitats. Donc, il y a certains filets de pêche qui raclent le fond des océans et qui vont détruire un petit peu tout le reste. Donc, pas forcément reliés aux espèces qu'on pêche, mais tout le reste des espèces qui se trouvent sur les fonds océaniques. D'accord. Donc bon là, ce sont des activités qui sont compréhensibles, on va dire, mais c'est vrai que les impacts indirects sur cette faune et cette flore marine, vous parliez des filets, par exemple, pour la pêche industrielle, avec des filets qui raclent le fond, j'imagine que ça crée des dégâts considérables sur la faune aussi, hein, sur tout l'ensemble des éléments présents dans ces fonds marins. C'est ça, moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur les coraux, alors pas les coraux tropicaux, mais les coraux en eau froide, en eau profonde. Donc ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que, je sais pas, après du Groenland par exemple, quand on descend à 300, 400 mètres jusqu'à 3 4 000 mètres de fond, il y a des coraux aussi, qui ont une écologie complètement différente des coraux qu'on trouve dans les tropiques. Mais quand on fait du chalutage de fond, donc qui est un engin de pêche qui va racler le fond, on détruit un petit peu ces coraux, qui sont des structures calcaires rigides, et un peu tout l'écosystème qui est relié aux coraux, donc les poissons de fond qui vont être autour de ces coraux-là, les sédiments vont être remis en suspension, donc le fond de la mer va être perturbé. Et ce système va prendre des fois des dizaines d'années, voire des centaines d'années à se rééquilibrer, à se remettre sur pied. Voilà, c'est ça. C'était en fait l'impact, il est quand même, alors à l'échelle évidemment du cosmos, on ne peut pas parler de long terme. Enfin, quand on parle de plusieurs centaines d'années à l'échelle humaine, c'est beaucoup. Et quelles peuvent être, du coup, puisque vous avez pris comme exemple les coraux, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour l'homme, par exemple, de telles disparitions, ou est-ce que finalement c'est complètement indépendant, que ça ne le touche pas vraiment? Alors, les conséquences, ça peut être que d'une part, les espèces qu'on pêche commercialement, par exemple, donc ça, c'est une destruction qui se fait pendant l'activité de pêche. Si on revient au même site après 5, 10 ans, 15 ans après, on ne retrouvera pas les mêmes poissons parce qu'on aura détruit leur habitat. Donc, on a cette premier impact pour l'homme un petit peu qui est que voilà, on aura moins accès un petit peu à la ressource halieutique, aux poissons. Ça a diverses autres implications. Donc ces écosystèmes supportent aussi d'autres espèces qui peuvent être importantes un petit peu pour l'homme. Alors on a beaucoup de découvertes par exemple qui se font en pharmacologie sur des espèces marines, avec des espèces qui sont assez rares, qui se trouvent sur les fonds marins. Donc en perturbant un petit peu les écosystèmes, on a aussi tout ça. Et de manière générale, eh ben, on détruit des écosystèmes qui ont mis des fois des centaines de milliers d'années à se développer et qui n'auront pas des centaines de milliers d'années pour se redévelopper nécessairement si on vient et on revient régulièrement pêcher sur ces mêmes sites. Alors, on a comme objectif dans cette émission de dresser un panorama. Donc, il y a d'autres facteurs, je crois, qui interviennent. Donc, on va les balayer, l'ensemble de ces facteurs. Et pour nos auditeurs, nous n'allons pas rentrer dans le détail puisqu'il y aura des émissions spécifiques peut-être sur chacun de ces facteurs, puisque c'est une série qui s'ouvre et qui permettra de rentrer un peu en profondeur de ces questions-là. Oui, donc là, l'idée un petit peu de cette première causerie, là, c'est de faire un tour d'horizon, un petit peu un panorama des problèmes et des solutions possibles, avec un focus sur les aires marines protégées. Donc là, si je parle un petit peu des activités humaines, donc on a la pêche, on a deux types d'activités. On a des activités qui ont un impact direct sur la biodiversité. Alors la pêche, par exemple, quand on va et on ramasse, donc si on pêche avec un filet et par accident on prend un requin ou une tortue, c'est un requin ou une tortue de moins dans les océans. Voilà, donc ça, ce sont des impacts directs sur la biodiversité. Après, on a des impacts indirects. Donc, quand on conduit une voiture dans une ville, on émet du gaz carbonique qui va être stocké dans l'atmosphère, etc., qui va contribuer au réchauffement climatique, à l'acidification des océans, qui est un autre impact indirect, et qui va impacter aussi la biodiversité dans les océans, même si on part d'une activité qui a pris place sur Terre. Donc voilà, on a ces deux types d'activités directes et indirectes. Donc la pêche, les changements climatiques qui sont plus un vecteur indirect, la pollution terrestre qui elle aussi prend place sur la Terre, ou par exemple quand vous avez une maison et vous avez des eaux usées, dans beaucoup d'endroits, ces eaux ne sont pas traitées, sont rejetées directement dans les océans et toute la pollution va impacter la biodiversité au niveau côtier. Je peux en couvrir un petit peu d'autres. Donc pollution des océans, voilà, qui est un petit peu reliée aussi au milieu terrestre avec les déchets, les fuites de fuel, etc., les marées noires, Deep Horizon par exemple aux États-Unis qui avait fait les nouvelles.
Beaucoup de problèmes dans l'océan et dans les milieux côtiers vont trouver leur source sur le milieu terrestre. C'est donc le cas à La Réunion, par exemple, avec le développement du littoral. Donc on a de plus en plus d'habitations dans le milieu littoral, des routes, des infrastructures, etc., qui vont d'une part détruire une partie d'un habitat qui était naturel, mais favoriser des choses comme l'érosion, par exemple. Avant, si on avait une forêt qui retenait un petit peu le sol, on coupe ça, et ensuite par lessivage, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir, et les sédiments qui se retrouvent, la terre qui se retrouve là, va se retrouver dans la mer, dans le milieu côtier, et impacter les coraux, par exemple, qui sont juste au large. Peut-être couvrir d'autres sujets, les infrastructures offshore. Donc de plus en plus, on cherche des sources d'énergie non renouvelables. Malheureusement, et le développement un petit peu d'infrastructures comme des plateformes pétrolières et surtout les accidents qui peuvent être liés à ça, donc encore les questions de marée noire vont avoir des impacts. Le transport maritime, donc il y a peu de gens qui réalisent, mais plus de 90% de nos biens en fait sont transportés par transport maritime. Donc et La Réunion c'en est un exemple, où en fait on est loin d'être autosuffisant un petit peu en termes de produits. Donc la plupart de nos produits de consommation vont arriver par bateau. Et ce transport maritime va avoir un impact sur les écosystèmes marins, entre autres avec les questions de bruit que les bateaux font, mais aussi les collisions. Donc par exemple, il y a des gros problèmes avec les grands tankers qui sont un petit peu sur autopilote, qui vont avancer et on va avoir qui vont croiser des migrations de baleines et avec des dommages qui sont faits physiquement à des populations de baleines, donc qui sont observés, une mortalité qui est assez importante due à ce transport maritime qui ne fait que s'accroître. Ce transport maritime, d'ailleurs, qui est très 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 important aujourd'hui, l'ensemble des échanges, effectivement, et du commerce, la mondialisation économique, c'est fait grâce, effectivement, à ces gros transporteurs qui recrachent beaucoup de gaz à effet de serre aussi, me semble-t-il, et donc ça a forcément un impact sur ce que vous décriviez tout à l'heure, sur l'acidification des océans, notamment. Alors, les transporteurs recrachent des gaz à effet de serre, mais ce n'est pas non plus une des sources principales de gaz à effet de serre. Après, on pourra en parler plus tard, mais il y a un peu des solutions. Donc le transport maritime commence à penser à des énergies alternatives aussi. Le transport aérien pense aussi à développer des énergies alternatives. Donc ça reste le transport maritime reste quand même par rapport au transport aérien, par exemple, une source de pollution beaucoup moindre en termes Son impact est beaucoup moins important que en termes de dioxyde de carbone, par exemple. Mais il a des impacts qui sont différents, comme je disais, les collisions, le bruit, etc. D'accord. Donc il y a des impacts directs sur les populations avec des collisions, des blessures mortelles, des décès qui sont dus à... Puis on le voit souvent aussi quand un cargo s'échoue, par exemple. Donc on en avait un à Maurice récemment, on en a eu à La Réunion. La Réunion aussi, oui. Voilà, le Tresla Star. Donc ces accidents, plus il y a de cargo, plus ces accidents-là sont nombreux. Et plus ils sont nombreux, plus il peut y avoir des risques d'avoir des marées noires et plus il y aura des impacts un petit peu sur les écosystèmes qui sont dans ces endroits-là. Alors y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent être de changement, justement, et avec un impact négatif? Je crois qu'il y a peut-être... je pense que vous aviez... Donc, par exemple, je vous parlais de la pêche. Donc, la pêche a été beaucoup critiquée dans les 10 dernières années, où on s'est dit, voilà, on va pêcher des poissons qui sont sauvages, en fait, dans l'environnement. Donc, pourquoi est-ce qu'on passe pas sur de l'aquaculture, donc un élevage, en fait, de poissons? Donc l'aquaculture a bien sûr des aspects positifs, qui est qu'on va moins extraire d'un poisson sauvage dans son écosystème natif. Le problème, c'est que quand on met énormément de poissons dans un petit espace comme ça crée d'autres problèmes. Donc des problèmes de maladie, par exemple, des problèmes où ces poissons-là vont pouvoir s'échapper accidentellement et ensuite contaminer des stocks des populations qui sont locales, donc débalancer un petit peu la population de manière... donc avec de la reproduction en fait entre les espèces qui sont développées en aquaculture et les espèces sauvages dans l'environnement et donc débalancer un petit peu l'écosystème local. On a de plus en plus, donc là ce que vous voyez ce sont deux impacts, enfin deux activités qui sont un peu plus récentes, donc l'aquaculture qui se développe énormément, qui dans les 10-15 dernières années a explosé et commence à représenter la majorité des poissons qu'on va manger maintenant. Et le deuxième, c'est quelque chose qui est un petit peu plus émergent, qui est l'extraction de minéraux, par exemple, dans le milieu marin. Donc ça, ce sont des sujets qui sont très, très discutés et très controversés
sur le plan scientifique, parce que voilà, ce qu'on fait, c'est en fait on fait des plateformes et on descend sur le fond de la mer et on a des engins qui vont extraire du minerai, donc qui vont gratter, éroder et donc détruire les habitats qui sont là-bas, mais aussi remettre en suspension un petit peu tous ces sédiments qui sont sur le fond de la mer et perturber les écosystèmes plus globalement, ou du moins et donc ça c'est vraiment un des facteurs qui est en plein développement, cette partie exploitation l'exploitation minière. C'est énorme, hein. Alors si on pense aux besoins un petit peu qu'on a dans des minéraux rares, par exemple, tout ce qui est électronique, donc voilà, plus on a besoin d'électronique, de nouvel ordinateur, d'un nouveau téléphone, plus on aura besoin des minéraux qui rentrent dans la composition de ces puces-là, de cette électronique-là. On en trouve en milieu terrestre, mais on en trouve aussi en milieu marin. Donc de plus en plus, les pays s'orientent vers un petit peu l'extraction possible de minerais sur les fonds marins. Très bien. Alors là, vous nous avez donc dressé un panorama de ces facteurs ayant un impact négatif sur effectivement l'écologie marine, la biodiversité. Et donc, quelles sont les solutions possibles? Parce que pour justement parer, se prévenir et puis faire en sorte qu'on puisse maintenir un niveau systémique de biodiversité qui soit durable. Donc les solutions, il y a toute une panoplie de solutions, ou du moins de choses sur lesquelles on peut travailler. Donc en milieu marin, si je prends par exemple l'aquaculture qu'on a juste sur la diapositive que je présentais, les chercheurs vont s'intéresser à comment minimiser les problèmes de contamination, comment minimiser comment contenir les poissons dans cet espace restreint sans qu'ils puissent s'échapper et puis contaminer les populations avoisinantes. La pêche, par exemple, on a le développement de filets qui sont mieux pensés, qui vont réduire un petit peu les prises accidentelles. Donc en fait, si on part pour pêcher un poisson spécifique, on va essayer de minimiser le risque de pêcher d'autres poissons qu'on n'a pas ciblés, qui ne seront pas commercialement vendus, ou des tortues ou d'autres espèces. Transport maritime, on pense à des formes d'énergie un petit peu différentes. Donc voilà, il y a un petit peu, une des manières d'approcher le problème, c'est de faire que ces impacts-là dont on parlait, qu'on arrive à minimiser leur impact en changeant les technologies, en changeant les pratiques. L'autre manière dont on aborde un petit peu en science et de manière générale en gestion, là, c'est de se dire il y a des endroits dans les océans, comme il y a des endroits sur Terre, qu'il faut un petit peu protéger et qu'on doit laisser libres d'activité. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu de la protection plus spatiale ou géographique, dont les aires marines protégées, mais pas que, où on va identifier donc des endroits où on va se dire voilà, il va falloir protéger ces endroits et interdire certaines pratiques qu'on sait qui auront des impacts sur les écosystèmes. Donc, on va peut-être faire un focus sur les aires marines protégées, pour le coup, mais avant cela, il y a certainement au niveau, enfin, on observe un certain nombre de données qui sont des données systémiques, finalement, sur l'impact. Et je pense notamment aux questions d'extraction, le rapport entre la population et l'extraction de la biomasse, par exemple, sont des choses qui apparaissent au niveau des données. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot de ces questions de rapport entre l'extraction, le niveau de développement des pays et l'impact sur la biodiversité? Oui, donc là, ce que je peux vous montrer un petit peu, par exemple, c'est quelques statistiques, quelques graphiques. Donc en bas à gauche, ici, vous avez l'évolution de la population. Donc en fait, ça c'est encore, on le sait, hein, la population mondiale, elle augmente. Elle augmente, là vous allez le voir avec la légende qui est en dessous, elle augmente principalement parce que les pays en voie de développement se développent très rapidement. Voilà, donc on a une population qui dans les années 70 était à près de 4 milliards d'individus sur Terre, et puis en 2017, ici on est près à 7-8 milliards sur ce graphique-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de le contraster avec l'extraction qu'on fait de la biomasse, donc de la vie sur Terre, de mettre un petit peu ces deux-là en lien. C'est un peu naturel, hein, c'est que plus on a de gens, plus on a de besoins. Donc on a tous besoin de manger, on a tous besoin d'écrire, d'avoir du papier, donc on va couper des arbres pour avoir du papier, on va aller chercher plus de poissons pour manger le poisson, on va élever plus de poulets, etc. pour se nourrir. Donc en fait, plus la population mondiale augmente, plus on extrait des ressources, comme le poisson, etc., de cet environnement, et plus on a un impact de manière générale sur notre environnement.
Si je vais au-delà un petit peu de ces graphiques-là, avoir une population qui est plus importante va faire qu'on aura plus de voitures sur les routes, qu'on aura besoin de construire plus d'habitations. Pour ce faire, on va couper des forêts, on va construire une maison, on va commencer à utiliser de l'eau qu'il faudra ensuite traiter, mais une partie ne sera pas traitée, sera rejetée dans les océans. Donc voilà. Donc de manière générale, l'augmentation de la population est probablement le facteur clé qui fait que l'évolution de la biodiversité, qu'on a un déclin de la biodiversité qui continue, malgré nos efforts, parce qu'on essaye un petit peu d'améliorer ou de réduire le déclin de cette biodiversité par différentes mesures, mais en même temps, on a une population globale qui continue d'augmenter. Donc c'est très difficile un petit peu de contrecarrer ça. Alors, si on regarde les données que vous venez de nous présenter, ce qui est assez étonnant, c'est que par contre, les pays développés, quant à eux, restent relativement stables. Ils restent stables en population, quelque chose d'assez constant, et du coup, stable aussi au niveau de l'extraction de la biomasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même à population constante, la biomasse, finalement, l'extraction de la biomasse reste aussi constante. Ça, c'est assez étonnant. Du coup, ça voudrait dire que si on était à population constante sur Terre, finalement, on arriverait à un point d'équilibre. Si on était à population constante sur Terre, ça serait probablement plus facile à gérer. C'est certain, l'environnement, notre impact sur l'environnement serait plus facile à gérer. Est-ce qu'on arrêterait d'avoir un impact? Je ne le sais pas. Bonne question. Et ça, c'est des sujets tabous. Donc, ça commence dans la communauté scientifique. On commence à en parler un petit peu. C'est tabou. Pour quelle raison c'est tabou? Parce que quelles sont les solutions? Limiter la natalité. Voilà, c'est des sujets un peu tabous. Ouais. Donc, voilà, là, pour l'instant, nous, on parle de. Voilà, les gens aiment bien parler de changement technologique, de limiter un petit peu l'impact des. Ce qu'on aimerait bien, c'est garder un petit peu notre mode de vie, mais en minimisant nos impacts. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que oui, on arrive à le faire, mais c'est peut-être pas suffisant. Et aller à l'étape suivante, là, pose un tas de questions. Oui, réguler la natalité, je pense que les Chinois l'ont fait, par exemple. Est-ce que ça n'a pas justement un impact sur la biodiversité? Enfin, c'est ce que c'est comme. Du coup, ils ont été obligés de revenir aussi sur ce choix. Ils sont revenus sur ce choix, mais c'est peut-être plus des questions économiques ou démographiques là, qui font qu'ils sont revenus sur Oui, il y a eu d'autres problèmes qui ont été la limitation de la natalité. En tous les cas, c'est quand même une donnée. Pour le coup, si c'est un sujet tabou, tant mieux, parce que c'était une émission universitaire, hein, donc on peut aborder des sujets qui sont, pour le coup, qui interrogent, et c'est intéressant. Merci de l'avoir évoqué. Je pense que peut-être qu'on ne va pas aller plus loin sur l'analyse de ces données, parce qu'on y reviendra, je pense, sur d'autres émissions. Alors pour le coup, peut-être une petite introduction sur les aires marines protégées, ce que je vous propose, parce que l'émission est déjà presque à sa fin, à 25 minutes pour cette première partie. On abordera de façon peut-être la deuxième partie du panorama général sur une deuxième séquence de 30 minutes, où on pourra rentrer un peu plus en profondeur, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être une petite introduction sur cette question des aires marines protégées, et justement, comme solution pour préserver de façon locale et maintenir une biodiversité satisfaisante. Oui. Donc les aires marines protégées, c'est un peu un outil dans une boîte à outils qu'on a pour protéger la biodiversité en milieu marin. On peut voir ça comme l'équivalent des parcs nationaux. Sur la Terre, on a des parcs où on va avoir des activités qui vont être permises et d'autres activités qui ne vont pas être permises, et puis des gens qui vont un petit peu voir l'évolution de la biodiversité, essayer de la protéger. C'est pareil dans les océans. Je peux juste vous montrer un exemple d'une aire marine protégée pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc celle-là, c'est la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Donc on est dans le sud-ouest de la France, très très proche de la frontière avec l'Espagne, là au sud de Perpignan. Et ce qu'on voit, c'est une aire marine protégée, c'est un espace géographique défini, donc c'est un endroit. On peut être à l'extérieur ou à l'intérieur de cet endroit-là, à l'intérieur duquel on va mettre un certain nombre de règlements qui vont restreindre l'impact de certaines activités. Voilà. Et ça, on le fait sur le long terme, c'est-à-dire que ce sont des outils qui ne sont pas faits juste pour 1 an, pour 2 ans, etc., mais qui sont faits normalement de manière un peu indéfinie. Donc ce que vous voyez ici, c'est une petite aire marine protégée. On voit la frontière ici, là, la démarcation. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a 2 niveaux. Il y a comme 2 aires marines protégées. Il y a une aire dans l'air. Ça, c'est celle qui est rouge ici. Où en fait, on a une plus petite aire qui va avoir des activités encore plus restreintes. Donc vous voyez, à l'extérieur, par exemple, donc si vous êtes à l'extérieur ici en mer Méditerranée, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous pouvez faire ailleurs dans la mer Méditerranée. Quand vous êtes à l'intérieur de l'aire marine protégée, vous ne pourrez pas aller faire de pêche, par exemple, sur le littoral, de la pêche à pied, ou vous ne pourrez pas aller faire certains types de pêche.
à l'intérieur. Et quand vous êtes à l'intérieur de cette zone de protection renforcée, cette petite aire, et bien là, il y a encore d'autres activités qui sont interdites. Donc c'est une aire marine protégée, c'est ça, c'est un espace géographique qu'on gère en interdisant certaines activités qu'on a estimées qui avaient un impact sur la biodiversité locale. Donc ça prend une connaissance un petit peu de quelles sont les espèces locales, qu'est-ce qui est important et quelles sont les pressions, quelles sont les activités en fait qui vont impacter ces espèces-là. Et ensuite on essaie de dire, ben voilà, ces activités-là, on va les interdire. Et il y a tout un mécanisme de gestion autour de ça. Donc ici, il y a un bureau avec des gens qui vont et qui vérifient que ces activités, qu'il n'y a personne qui aille pêcher dans ces zones-là, qui peuvent mettre des contraventions à ces personnes-là, qui vont faire des études scientifiques régulièrement pour voir si ça a un impact, est-ce que ça permet de protéger les espèces comme on veut, etc. D'accord. Juste pour comprendre, hein, là vous avez des aires de mouillage qui donc ne permettent pas le mouillage apparemment, mais est-ce que sur l'ensemble de l'aire, par contre, on peut mouiller, un bateau peut être au mouillage? Non. Non, en général. Il me semble que... Donc il y a des zones oui, spécifiques. Oui. non, oui, oui, parce que ce qu'on voit en haut à droite, là, ici, c'est que dans tout ce qui est bleu, comme là, D'accord, ici, d'accord. on peut mouiller. On peut, d'accord. Voilà, Et donc on c'est peut des pas zones dans la zone- spécifiques, ouais, ni dans la ouais, zone renforcée, ni dans la zone de mouillage ça. spécifique. ouais. Eh bien, Rodolphe Villers, je pense qu'on va en rester là pour ce panorama. On va enchaîner sur une deuxième émission, effectivement, où on va continuer le panorama général avec le focus aire marine protégée sur la question de la protection de la nature. Donc, rendez-vous pour la prochaine causerie de l'environnement et du développement durable. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.